Je voudrais reparler un peu de pratique délibérée parce que c'était vachement intéressant, mais on n'a pas eu le temps de l'explorer à fond. Tu parlais de l'importance de cette pratique délibérée, donc d'identifier une compétence bien précise que tu veux pratiquer, de la pratiquer avec des feedbacks rapides. C'est le plus évident dans le domaine du sport. Par exemple, un élément qui est souvent mentionné, c'est les tirs à 3 points en basket que tu peux répéter de manière très fréquente. Et évidemment, tu as un feedback qui est directement immédiat, qui est ce que tu as mis le panier ou non. Mais tu as mentionné rapidement le fait de le pratiquer pour la création de vidéos, pour la prise de parole en public. Moi, un domaine où on me pose souvent la question, c'est sur le copywriting, l'écriture de pages de vente et comment le pratiquer. Le feedback n'est pas si rapide que ça, il n'est pas si précis que ça, tu ne sais pas exactement quelle partie de ta page a marché ou pas marché. Donc, comment est-ce que toi, tu mets en place la pratique délibérée dans les domaines qui t'intéressent le plus? On peut parler du... Tu as mentionné que le coaching avait une difficulté à avoir la pratique délibérée. Je veux savoir, par exemple, le coaching, la création de vidéos, la prise de parole en public. Tu peux parler des trois, tu peux en choisir un qui t'intéresse le plus, mais comment est-ce que tu apportes cette idée de pratique délibérée dans un domaine où c'est pas évident d'avoir ce feedback rapide et immédiat? Ouais, c'est top. Alors déjà, je vais répondre effectivement sur comment moi je l'ai fait dans les domaines qui m'ont parlé, et puis après on peut réfléchir si tu veux ensemble à comment on peut l'implémenter dans le copywriting, où clairement je l'ai beaucoup moins implémenté. Bon, un endroit où je l'ai implémenté de manière extrême, c'est la prise de parole en public. Clairement, pour faire écho à ce que tu disais, j'étais stressé, mal dans ma peau, complexé, pas à l'aise avec les filles. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que c'est ce qui m'a donné ce désir extrême de comprendre ma psychologie d'abord et puis la psychologie derrière. Donc, c'est parfait. Et ça me paraissait être une montagne, en fait, d'apprendre à mieux communiquer, être plus à l'aise. Et au début, j'adhérais à cette pensée populaire qu'il y en a qui sont bons communicants et d'autres qui sont mauvais, et que c'est comme ça qu'il faut l'accepter, t'as pas de bol et c'est comme ça. Et dans la pratique délibérée, déjà, ce que ça m'a donné, c'est que ça m'a donné l'opportunité de me concentrer sur des petites choses et pas le gros morceau qui est la relation à l'autre, la séduction ou la prise de parole. Et donc, dans la prise de parole, j'ai donné des exemples de comment moi je le faisais. Déjà, ce qu'il faut, c'est avoir un contexte où tu pratiques rapidement et régulièrement. Donc, je me suis donné le défi pendant 1 an de faire 2 conférences par soir, 5 soirs par semaine quasiment. Donc, je louais une salle à 17h30 jusqu'à minuit. Pourquoi je faisais 2 conférences par soir? C'est que ça me coûtait pas beaucoup plus cher de prolonger d'1 heure et ça me permettait d'avoir 2 créneaux pour rentabiliser ma salle. Et donc, du coup, forcément, quand tu fais 2 conférences par soir pendant 1 an, déjà, ta courbe de progression en prise de parole, elle est nettement plus grande. Maintenant, pour aller plus loin en progrès, ce que je faisais pour appliquer la pratique délibérée, c'est que je conscientisais avant chacune des prises de parole sur quoi tu vas t'entraîner, David. Et j'acceptais du coup que sur le reste, je sois moins bon. Donc si par exemple, cette session, je m'entraîne à faire fluctuer ma voix, parce qu'au début, j'avais du mal à faire ce truc-là, donc monter ma voix, la descendre, monter, descendre, pendant toute la conférence, je jouais sur ce truc-là, quitte d'ailleurs à court terme à avoir une conférence avec un taux de satisfaction plus faible que d'habitude. Parce que l'endroit où je me mesurais, c'était pas ma capacité à parler en public, c'était ma capacité à faire onduler ma voix. Puis après, ça a été pendant 1 semaine, je vais m'entraîner sur faire des silences. Et t'as des moments comme ça hyper bizarres où en fait t'es en train de te forcer à faire un silence, où ça paraît largement trop long. Et du coup, ça va m'amener sur un autre ingrédient pour le feedback, c'est que je me filmais et je me regardais. Et ça me permettait de voir que le silence qui m'avait paru extrêmement long dans ma tête, en fait, il n'avait pas duré très longtemps. Et qu'au contraire, j'étais encore pas du tout à ce qu'on pourrait considérer être un trop long silence. Donc le fait de me forcer chaque semaine à me dire, là tu t'entraînes sur les silences et tu te regardes en vidéo pour voir ce que ça donne, ça m'a permis de conscientiser vraiment à l'intérieur de moi ce que ça donne le bon silence. Après, j'ai fait pareil sur le storytelling, j'ai eu beaucoup de mal pendant des années à regarder les gens dans les yeux, mon père spécialement. Et là, clairement, pendant des mois, c'était mon défi, regarder un peu plus de temps les gens dans les yeux, les regarder dans les yeux, que ce soit mon père, des inconnus ou des clients, ce que j'avais tendance à regarder un peu partout. Alors pour 2 raisons, une raison de timidité et une autre raison qui est qu'on n'a pas tous la même manière d'accéder à l'information dans notre esprit. Certains, on a besoin de bouger nos yeux, mais clairement, c'était pas que ça, c'était beaucoup de la timidité. Donc j'ai passé des semaines à me forcer à regarder dans les yeux au point que du coup, quand je le faisais, j'étais moins articulé, j'étais moins bon, j'étais moins efficace, que c'était mon seul entraînement, regarder dans les yeux. Mais en faisant ça sur plusieurs semaines, j'ai commencé à devenir meilleur sur mes silences, meilleur sur mon storytelling, meilleur sur regarder dans les yeux, meilleur sur m'approcher de mon audience, meilleur sur leur serrer la main, meilleur sur
leur poser des questions. Donc voilà, ça c'est un endroit concret où je l'ai fait, où finalement les ingrédients c'était quoi? Je prenais des figures pour moi qui étaient des références de la prise de parole. Donc il y avait Obama à l'époque que je regardais en boucle. J'avais coupé ces 45 secondes où il monte sur scène au tout début et j'essayais de décortiquer comment est-ce qu'il respire, comment il se positionne, combien de temps il met entre le moment où il est devant le pupitre et combien de temps il va mettre avant de parler, quelle est l'amplitude de son regard. J'essayais de comprendre ce truc-là et de m'entraîner à faire pareil, déjà chez moi tout seul, puisque c'est bon de s'entraîner dans un contexte qui est safe, qui est secure, où il n'y a pas d'enjeu. Et je répétais pour essayer de reproduire la même manière de démarrer ce discours, puis ensuite l'appliquer en conférence. J'ai été extrême, hein. Je regardais comment Brad Pitt dans Fight Club positionnait ses pieds, l'alignement de ses pieds, parce que j'avais tendance à pas aligner. J'avais un de mes pieds qui était plus en rentrée, et c'est clairement pas charismatique, clairement quelqu'un qui marche en ayant ses deux pieds pas parallèles. J'essayais de m'entraîner à me dire, tiens, quand quelqu'un répond avec charisme, est-ce qu'il se retourne immédiatement? Est-ce qu'il prend du temps avant de se retourner et de m'exercer à le faire? Donc voilà. Sur le chemin, d'ailleurs, j'avais plein de potes qui se foutaient de ma gueule parce que c'était extrêmement maladroit. J'ai fait plein de trucs qui semblaient pas marcher. Mes potes me disaient, mais concrètement, ça donne quoi? Mais j'étais persuadé que ça marcherait, cette stratégie. Et de toute façon, j'en voyais pas une meilleure. Et je me voyais pas, en un claquement de doigts, pouvoir un jour être à l'aise ou être à l'aise devant des milliers de personnes. Donc voilà, ça c'est un endroit où je l'ai appliqué à l'extrême. Et ça m'a beaucoup aidé. Pareil dans la vidéo. Si tu regardes mes toutes premières vidéos, même si on en a enlevé une partie, non pas que... Parce qu'au début, j'étais parti sur regarder toutes mes anciennes vidéos parce que je trouvais que c'était pédagogique pour les gens de se dire c'est possible de changer. Mais je les ai enlevés parce qu'en fait, j'avais de plus en plus de clients qui me disaient « Ah, je t'ai découvert » et en fait, l'algorithme de YouTube mettait en avant particulièrement une de mes premières vidéos qui était vraiment ridicule. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être pas si stratégique parce qu'elle commençait à faire de plus en plus de vues. Je me rappelle à l'époque, elle faisait 200 000 vues, ce qui pour moi était énorme. Et elle commençait à continuer comme ça, donc je les ai enlevés. Mais régulièrement, ma femme s'amuse à me montrer ses anciennes vidéos. Et j'ai même Oussama Hamar, je sais pas si tu connais, qui une fois a pris une de mes anciennes vidéos, l'a envoyée à ses startups. Et je lui ai dit, mais pourquoi t'as fait ça? Il me dit, non, mais je sais ce que je fais. Et il a attendu, je sais pas, une semaine ou deux pour leur envoyer une de mes dernières vidéos. Et le message, c'était « Regardez, vraiment, tout est possible ». Et donc, dans les vidéos, c'est pareil. M'entraîner à mieux maîtriser ma voix, mieux maîtriser mon timbre, mieux maîtriser les exemples. Donc ça, c'est des endroits où je l'ai beaucoup appliqué. Maintenant, pour en revenir sur le... Après, clairement, d'ailleurs, juste pour finir, je l'ai appliqué de manière extrême sur plein de choses. On parlait hors caméra de la sexualité. Tu parlais de l'éjaculation précoce. Moi, j'ai été dans ce camp-là d'être tellement stressé de ne pas arriver à gérer mon excitation. Et clairement, j'ai appliqué la pratique délibérée. Alors, bien sûr, je ne pouvais pas avoir quelqu'un qui me filmait. Enfin, j'aurais pu d'ailleurs. À ce moment-là, on a eu un petit cafouillage technique dans l'enregistrement, mais on reprend juste après l'enregistrement avec David, exactement là où on en était. Donc, on parlait de la pratique délibérée. Effectivement, c'est vrai que c'est intéressant parce que le contexte dont on avait mentionné l'éjaculation précoce en off à l'origine, c'était effectivement que moi, j'avais fait un programme à l'époque qui s'appelait la méthode étalon à ce sujet-là. Et c'est vrai que la solution, en fait, c'est un certain nombre de pratiques que tu peux faire à la fois pour renforcer certains muscles, mais à la fois des pratiques mentales. Et en fait, c'est de pratiquer des petites techniques vraiment très spécifiques dans un moment qui te permettent de retenir, en fait. Et c'est étonnamment un bon exemple de pratique délibérée, et effectivement, et notamment la sexualité, parce qu'il y a plein de petites techniques comme ça que tu peux pratiquer quasiment de manière indépendante et te dire, OK, ça, comment ça marche, et vraiment progresser. Mais d'ailleurs, c'est trop drôle, hein, parce que souvent pour divertir, quand je parle de la pratique délibérée dans mes séminaires, je prends l'exemple de la sexualité et je leur raconte 2-3 trucs que les bouquins invitaient à faire. Et il y en avait une qui était de contracter le périnée régulièrement. Et du coup, ça donne des scènes qui sont incroyables où en fait, t'es aux toilettes, donc dans l'urinoir, et t'essayes de contracter le périnée, donc c'est ce qui te fait arrêter d'uriner. Et donc du coup, tu pisses en pointillé.
Et c'est assez magnifique quand tu as le visage du gars à côté de toi qui voit que tu pisses en pointillé et qui te regarde et qui essaye de comprendre ce que tu fais et pourquoi tu fais ça. Et le gars qui se décale de 3 urinoirs, on se voit, le gars a une maladie, moi j'en repars. Tu t'approches pas de moi avec cette merde. Donc c'est drôle, effectivement, ça s'applique là et ça s'applique très bien, mis à part la partie feedback que tu te fais tout seul. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.